Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus en direct de ce webinaire organisé par Africa CEO Forum en ce jeudi 9 novembre. Je suis Pierre Sedz, journaliste, et je suis en charge d'échanger avec nos invités du jour que je vous présenterai dans quelques instants. Après l'épisode 1, où nous avons justement échangé avec nos intervenants sur la conciliation de la prospérité africaine et de la transition énergétique du continent, nous nous retrouvons aujourd'hui pour ce second épisode où nous parlerons de stratégie énergétique. Alors durant cette heure, ma question sera simple. Quelle stratégie énergétique pour industrialiser l'Afrique? On en parle avec Africa CEO Forum et nos deux invités du jour. Bonjour Lionel Zinsou, Premier ministre du Bénin en 2015-2016, cofondateur du cabinet de conseil Sosbrit. Bonjour à vous. Bonjour à vous et merci. Merci de votre présence également. Je salue également en duplex de Dakar, Mamadou Falcane, conseiller du président de la République du Sénégal sur les sujets de l'énergie. Bonjour Mamadou Falcane. Bonjour Pierre, merci. Vous pouvez bien sûr suivre nos échanges en anglais avec nos interprètes. You can also follow this webinar in English with our translator. Merci bien sûr de nous suivre en direct et je vous propose bien sûr à tout moment de prendre la parole en direct puisque vous pouvez poser nos questions à Mamadou Falcane et Lionel Zinsou qui se chargeront bien sûr d'y répondre. Alors pour démarrer ce webinaire, je vous propose de retrouver l'interview d'Alain Ebobissé, président directeur général d'Africa 50, plateforme panafricaine d'investissement dans les infrastructures et également membre d'Africa CEO Forum. Nous sommes partis à sa rencontre pour lui poser les questions suivantes. Quels sont les besoins énergétiques de l'Afrique? La consommation de gaz naturel aggravera-t-elle le changement climatique? Réponse dans cette séquence. The continent's development needs are huge and urgent, and those development needs require significant power. But what we are doing, because the continent was blessed and has huge renewable potential, so we are pursuing renewable energy for sure. We're building solar project, we're building wind project, we're building geothermal power project, etc. I would also add hydropower project. But at the same time, what we are saying is that we also have huge natural gas reserves on the continent. And indeed, natural gas has so many benefits. And we do believe that sometimes natural gas can actually help increase the penetration rate of renewables in systems because of the balancing nature of natural gas. So we are pushing for a balanced energy mix that is enabling Africa to achieve the goal of fighting against climate change, but also really achieving our development goals as quickly as possible. So that's how we're doing. We have a dual objective, and we're going to make sure that we pursue this dual objective aggressively. Even if Africa were to triple its consumption of natural gas, the impact in terms of greenhouse emission will be minimal. I think the increase will be 0.67%. So what we are saying is that our development needs are so important. We need natural gas together with renewables to help us achieve our development needs. But in doing so, we're still going to have a very limited impact on climate change. Our hope as Africans is that the global community will accept once and so for all that natural gas is a transition fuel, that natural gas projects should be financed, including by multilateral development institutions, because it's so important for so many reasons for Africa's development.
Ça y est, nous sommes de retour sur le plateau d'Africa CEO Forum et en duplex également de Dakar. Justement, sur le gaz naturel, les États-Unis, les premiers producteurs de gaz avec 23,1% de la production mondiale, suivi de la Russie, 17,4%, l'Iran à la troisième place avec 6,4%, l'Algérie, premier pays africain, arrive à la 10e place de ce classement avec 101 milliards de mètres cubes, suivi de l'Égypte, du Nigeria et de la Libye. Les récentes découvertes de gisements de gaz naturel en Afrique subsaharienne, entre autres, sont présentées pour certains comme une opportunité économique et pour d'autres comme une menace environnementale. Le gaz naturel, gaz fossile, est-il une opportunité de développement économique et industriel pour l'Afrique? C'est ma première question et je vous l'adresse à vous, Lionel Zinsou. Écoutez, moi je crois que la réponse est assez lapidaire. Et comme vient de le dire M. Bobissé, si vous voulez, c'est une opportunité pour l'Afrique et pour la planète. Alors pour la planète, on s'en aperçoit de nos jours parce que l'Europe, ayant un problème d'approvisionnement de la Russie via l'Ukraine, tout d'un coup, le monde entier a besoin de gaz naturel et beaucoup des réticences ont été levées. Mais simplement, c'est essentiel parce que ça va se substituer au charbon. L'Afrique a consenti à rationner et à faire reculer significativement l'utilisation de ses capacités de charbon. Et donc, c'est un progrès en termes d'émissions. Mais si vous voulez, il y a deux éléments essentiels. Quand on va développer le renouvelable, et c'est ce qui est en train de se faire, ce sont souvent des sources d'énergie qui sont intermittentes, ou pour l'hydraulique, qui est moins intermittent que le solaire ou le vent, si vous voulez, qui sont éventuellement soumis à la sécheresse et qui peuvent être volatiles et qui ont mis par exemple le Ghana et la Côte d'Ivoire, plutôt riches en énergie, voire exportateurs pour la Côte d'Ivoire, en situation de délestage, ce qui gêne énormément les familles et énormément les entreprises. Bon, on a besoin d'un régulateur, quelque chose de régulier, et le gaz naturel apporte ça. De même d'ailleurs, n'excluons pas le pétrole, parce que le pétrole, les produits raffinés du pétrole, dont on a besoin dans toute une série d'activités industrielles, de transformation et pour la mobilité, c'est aussi la première importation d'Afrique. Donc c'est quelque chose qui pèse fortement sur la balance des paiements. Donc les hydrocarbures sont nécessaires à la cohérence du système. Puis il y a une deuxième raison, c'est qu'on a besoin de développer nos rentes financières, d'avoir les bénéfices pour les populations, pour des programmes sociaux, pour des programmes de financement du renouvelable. On a besoin d'utiliser nos ressources minières. Sur le gaz, c'est très très intéressant. Avant que l'Europe ait les problèmes liés à l'Ukraine, c'était diabolisé, c'est devenu très acceptable. C'est un faux procès que les Occidentaux et notamment les Européens font sur ce sujet aux Africains. On le perçoit comme une vraie injustice. Ça, je crois, pour toute l'opinion, pour tous les dirigeants, comme une vraie injustice. Ainsi, vous avez un modèle très carboné. Vous voyez, moi j'ai deux pays, je suis français et béninois. Comme béninois, j'émets 0,6 tonnes de gaz à effet de serre, comme tous mes concitoyens. Comme Français, 6 tonnes par an. Il se trouve que la France est la plus décarbonée des économies européennes, grâce au nucléaire. Ça fait quand même de 1 à 10. Et on prétendrait nous empêcher, enfin d'enterrer nos ressources, alors qu'on en a besoin plus que tous les autres, puisque nos populations n'ont pas accès, nos entreprises n'ont pas accès à l'énergie pour au moins, au minimum, la moitié de leurs besoins humains de base. Donc on perçoit ça comme pas un procès intellectuel, mais comme une vraie injustice dans l'incapacité dans laquelle on voudrait nous tenir, nous inhiber d'utiliser nos ressources dans ce domaine, alors que nous n'aurons pas d'impact sur le réchauffement climatique. Même question à vous, Mamadou Falcane. Le gaz naturel, gaz fossile, est-il une opportunité de développement économique et industriel pour l'Afrique et aussi en particulier pour le Sénégal? Absolument. Ce n'est même pas un sujet chez nous puisque nous avons lancé le développement de notre seconde plus grand champ gazier du Sénégal qui s'appelle Yakar Teranga, qui signifie en français Yakar espoir, et Teranga qui signifie prospérité. Donc, et nous espérons
en 2027, doubler nos capacités, puisque Yakaar-Teranga va produire 2,4 millions de tonnes par année à partir de 2027, relativement les mêmes volumes d'options que le gisement gazier de GTA que nous partageons avec la Mauritanie. C'est pour dire que le Sénégal a décidé inexorablement, contre vents et marées, contre les opinions, de compter sur ses ressources budgétaires, tout de mieux s'engager dans la transition énergétique, parce que il a été établi par l'Agence internationale de l'énergie que l'Afrique, dans sa globalité, contribuait à hauteur de 3% dans le réchauffement climatique. C'est pour dire que l'Afrique n'a absolument pas de responsabilité dans la situation actuelle. Cependant, cela ne dit pas que nous ne devons pas avoir une consommation qui ne viendrait pas rajouter à une situation d'émissions de gaz à effet de serre inquiétante, et cela non plus ne nous dédouanerait pas de nos engagements de limitation de nos rejets de gaz à effet de serre. Mais cela dit, ce que le Premier ministre Lionel Sansou disait sur la question de la justice climatique, la perception en Afrique, c'est qu'on nous refuse le développement. On veut nous empêcher de nous développer. Si vous comparez la consommation moyenne du ménage en Afrique, en termes de consommation d'électricité, un ménage moyen africain consomme autour de 185 kilowatts par heure, alors qu'un ménage européen en consomme plus de 6 000. Et si vous regardez la consommation énergétique d'un ménage en Amérique du Nord, elle tourne autour de 12 000 kilowatts par heure. Un réfrigérateur américain consomme plus qu'un ménage africain en moyenne. Donc, il y a une conséquence directe, une corrélation forte entre pauvreté et consommation énergétique. Aujourd'hui, le continent africain regorge d'assez de gaz pour adresser une demande structurelle de plus de 115 000 TWh de consommation, sans pour autant dépasser les 4% de contribution au réchauffement climatique. Cela veut dire que si l'Afrique arrivait à utiliser toutes ses ressources en gaz pour adresser son déficit de consommation en électricité, nous n'augmenterions pas notre contribution dans les gaz à effet de serre. Donc cela est considéré comme une injustice. Et quand vous regardez la demande mondiale en gaz naturel, elle va augmenter de 50% d'ici 2030. Les États-Unis vont passer de 23% en termes de fournisseurs au niveau mondial de LNG à 65%. Et le Qatar va avoir son augmentation en termes de fourniture de gaz à hauteur de 29%, alors que pour les projets LNG aujourd'hui qu'on connaît en Afrique, la croissance ne sera plus de 14%. On l'a bien compris, merci beaucoup Babadou Falcane. On poursuit justement sur ma prochaine question avec des investissements dans les énergies renouvelables en Afrique qui ont été revus à la baisse cette année. C'est ce que confirme du moins un rapport de Bloomberg avec une réduction de 35% des financements. Pourquoi les investisseurs ont-ils moins financé les énergies renouvelables sur le continent, Lionel Zinsou ? Écoutez, ça aussi, c'est quand même un paradoxe. Je pense que l'opinion publique n'est pas consciente de cela, en fait. Il y a une aversion au risque, en général, qui est liée à la conjoncture financière d'ensemble, si vous voulez. La guerre en Ukraine, maintenant les difficultés au Proche-Orient, qui ont un caractère extrême. Mais malgré tout, il y a une faible mobilisation des investisseurs en capital, comme en crédit, comme en dette, sur les sujets du renouvelable, alors qu'on pourrait penser que c'est en pleine explosion. Il faut vraiment que nous arrivions à dérisquer, comme on dit dans notre jargon de financier, la perception
notamment de l'investissement en Afrique. Parce que l'investissement en Afrique, c'est la vraie solution, si vous voulez. On est vraiment le territoire où on peut tout faire, parce qu'on n'a pas exploité plus de 3% de nos capacités hydrauliques, parce qu'on a le meilleur ensoleillement, parce qu'on a les éléments de base, y compris pour l'hydrogène. Dérisquer quel sujet alors, sur le continent? Donc si vous voulez, on a aujourd'hui une aversion au risque contre laquelle il faut aller, si vous voulez, par le plaidoyer, mais il va falloir y aller aussi par des moyens financiers. Et ça va être discuté à la COP 28 de Dubaï, si vous voulez. Et il va y avoir forcément des innovations financières pour arriver à convaincre que le risque n'est pas très élevé, que la rentabilité est certaine, que les modèles économiques aujourd'hui du renouvelable et du renouvelable combiné avec les hydrocarbures, parce que c'est quand même ça le système énergétique, c'est tout à fait viable et qu'on est très en avance dans certains pays sur le mix énergétique, si vous voulez. L'Afrique centrale, le Gabon, est un modèle d'hydraulique qui représente 80% du mix. Ce que le Sénégal va faire à côté du gaz, c'est de s'engager, il s'est engagé à monter vers un mix de plus en plus renouvelé. C'est pas du tout contradictoire. La Mauritanie va être un territoire incroyable d'hydrogène. Donc si vous voulez, on a les solutions. Alors on est un peu les seuls à le savoir. On peut faire le plaidoyer aussi au forum, si vous voulez, mais il va falloir trouver des moyens économiques de dominer l'aversion au risque. D'autant plus que regardez les réticences du monde développé. Si on veut faire une ferme éolienne, on a des manifestations. Si on veut, ne parlons pas d'ouvrir des mines de lithium dans l'Allier en France, où là, tout le monde est contre. Bon, on reviendra sur l'Afrique, ce sujet-là. c'est la solution. Il faut juste en persuader tout le monde. Mamadou Falcade, pourquoi les investisseurs ont-ils moins investi et financé donc, les énergies renouvelables sur le continent? Alors, effectivement, je me mettrai dans le sens du Premier ministre Sansou. Vous avez un vrai problème au niveau de l'accès au financement. Et moi, je vois grosso modo 2 obstacles. Le premier obstacle est la faible contribution de l'investissement privé dans les projets verts. On l'a vu en Afrique, n'est que de 14%, alors qu'il est de 81% dans les pays développés. Apparemment, est dû principalement au coût élevé des taux d'intérêt des prêts accordés aux pays en développement. Et cela, même lorsque les projets sont finançables. Donc, ce qui veut dire qu'en théorie, les coûts d'intérêt punitifs des prêts privés aux pays émergents et en développement constituent des obstacles rédhibitoires. Si nous prenons l'exemple d'une ferme solaire, le coût moyen des intérêts dans les pays émergents reste prohibitif au niveau moyen de 10% chaque année, contre 4% dans l'espace européen. Ce qui veut dire que la plus grande partie de cette prime de risque représente une estimation du marché concernant les risques macroéconomiques des pays du Sud, en particulier des risques de change, des risques de donc des taux d'intérêt effectivement qui en découlent. Des taux d'intérêt. Ce risque de placement. Donc c'est complètement injuste. On ne peut pas nous dire qu'il est plus risqué d'investir dans une ferme solaire en Allemagne, au Sénégal ou en Mauritanie. Cela n'a pas de sens. Pour continuer justement sur ce sujet, on l'a compris, dérisqué d'un côté et également des taux d'intérêt qui freinent naturellement les investissements. Parlons maintenant effectivement de l'approvisionnement et du marché domestique continental. 20 pays exportent dans le monde du gaz naturel, dont 9 en Afrique et au Moyen-Orient. Les exportations de gaz naturel liquéfié devraient enregistrer une augmentation dans les prochaines années d'ici 2035 de 51% pour s'établir à 100 milliards de mètres cubes selon la Chambre africaine de l'énergie. 7 pays vont jouer un rôle majeur, un rôle moteur dans la production de gaz naturel sur le continent. Le Mozambique, le Sénégal, la Mauritanie, la Tanzanie, le Nigeria, l'Algérie et l'Égypte. Parlons de souveraineté énergétique. Comment l'Afrique peut-elle sécuriser l'approvisionnement en énergie, comme le gaz naturel, pour alimenter l'industrie continentale et donc pour développer l'économie du continent, Lionel Zinsou?
D'abord, il faut aller contre le sentiment, même parfois des bonnes âmes, si vous voulez, que nous pourrions faire, nous, une croissance démographique exceptionnelle. Alors, on va s'ajouter 1 milliard d'habitants en une génération. Bon, 1 milliard d'habitants, c'est pas beaucoup, mais c'est 2 Europes. Si vous voulez. Il va falloir mettre 2 Europes en termes de logement, en termes de mobilité, en termes de consommation. Et tout ça, ça demande chaque fois un contenu d'énergie, donc on a ce sujet. Et puis il y a la croissance économique, elle est forte. En Afrique, si on prend les 20 dernières années, on est plutôt un peu au-dessus de 5%, c'est-à-dire heureusement bien au-dessus de la croissance démographique. Mais là, on va vers un modèle dans lequel, avec l'industrialisation, comme vous le dites, c'est-à-dire on va transformer nos matières premières sur place, on va passer... Pour beaucoup de pays, dont le Sénégal probablement dès 2024-2025, à 2 chiffres. La Namibie, par exemple, elle a fait des découvertes considérables. Vous ne l'avez pas cité dans les pays parce que c'est à venir en matière de gaz et de pétrole. Il y a vraiment beaucoup de découvertes. Et donc tout ça est nécessaire pour répondre à cette croissance démographique, à cette croissance économique, au développement et qualitativement. Alors vous avez dit l'industrie, oui, parce que si vous voulez, si on veut transformer notre bauxite en aluminium, on va devoir utiliser beaucoup d'énergie. Bon, mais du coup, on va décupler le revenu de la Guinée. Même chose avec l'industrie à partir du cuivre en Zambie. Même chose avec les produits agricoles. Mais votre question, elle n'est pas seulement technique et industrielle, si vous voulez. Parce que l'énergie pour l'agriculture, en fait, en Afrique, ça va être, avant même l'industrie manufacturière, qui va beaucoup se développer, mais l'agriculture d'aujourd'hui, qui représente le quart du PIB, elle a besoin, et elle est totalement privée, d'énergie. Pourquoi ? Parce que, avec des chaînes de froid, donc de l'électricité, ou la faculté de mettre en silo des produits agricoles secs, bon, les céréales, les choses comme ça, les légumineuses, on va réduire massivement les pertes. Aujourd'hui, les pertes de l'agriculture en Afrique, c'est pas seulement une perte de revenus, c'est la différence entre la mort et la vie. C'est la différence entre la famine, la disette et la satiété. Alors ma question... important. Et ça dépend complètement de l'énergie aujourd'hui. Ma question suivante coule de source. Faut-il vendre justement du gaz naturel aux autres continents ? Alors, apparemment, on va en avoir assez pour pouvoir satisfaire les besoins d'Européens quand ils se font la guerre entre eux. Une fois de plus, l'Afrique est une des solutions, si vous voulez, comme l'Amérique du Nord, mais comme le ministre conseiller, M. Falcán, le disait, et comme vous l'avez dit vous-même, les États-Unis vont monter en puissance, mais l'Afrique va monter en puissance, et ça pourra servir probablement au bien-être du monde entier. En tout cas, c'est ce qu'on nous demande. Les autorités allemandes étaient au Nigeria il y a quelques jours pour sécuriser de l'approvisionnement de gaz venant du Nigeria. Donc, on a de quoi sécuriser, à condition d'avoir la capacité de financer et de financer vite. On a de quoi sécuriser la planète sur le gaz. Comme on va le faire sur l'hydrogène juste derrière. Et sur la question de la sécurité, justement, de l'approvisionnement, c'est ma question que je vous pose aussi, Mamadou Falcán. Comment peut-on les sécuriser et faut-il vendre du gaz naturel à d'autres continents ? Vous avez une position intéressante avec le Sénégal, je vous laisse peut-être le soin de nous en dire plus. Et comme Monsieur le Premier ministre vient de le dire, la problématique de la sécurité énergétique, elle est mondiale. Et on l'a vu avec la crise en Ukraine, donc les autorités européennes ont rué dans les brancards pour venir en Afrique. Et d'ailleurs, ils ont changé même la classification du gaz qu'ils avaient mis dans la liste des énergies qu'il ne fallait absolument pas financer et pas du tout vert. On a vu quelques mois après qu'au Parlement européen, ils ont voté que le gaz, finalement, était devenu une énergie verte, absolument propre à la consommation des ménages en Europe et dans leurs industries. Donc, ceci étant dit, nous partageons cette problématique de sécurité énergétique. Il faut sécuriser l'accès à une énergie de bas carbone, ce qui est le cas une source d'énergie abordable. Parce que, encore une fois, un pays comme le Sénégal, nous avons besoin de sécuriser un accès fiable, mais surtout de faire en sorte que les
population ait un accès universel à cette électricité, mais surtout à très bas coût. Et aujourd'hui, d'ici 2027, toutes nos centrales seront converties au gaz. On peut dire que dans notre mix énergétique, dont la part de renouvelables aujourd'hui constitue 32%, avec le gaz, on peut dire que le Sénégal sera relativement à une production d'énergie 100% propre. Et si vous prenez un pays comme le Kenya, ils sont à hauteur de 85% de production d'énergie renouvelable grâce à la géothermie. Donc, en 10 ans, besoin de notre gaz pour nous industrialiser, c'est fondamental. Jésus l'a dit tantôt, déjà les besoins en agriculture sont énormes. Si vous prenez la moyenne de l'utilisation d'engrais par hectare en Afrique subsaharienne, nous tournons autour de 13 kg par hectare. Alors que dans les pays du Nord, les pays industrialisés, ils tournent autour de 150 kg par hectare. Donc on est en rapport disons, 1 à 10, déjà pour être à des niveaux de rendement similaires à ce que les agriculteurs des pays du Nord font aujourd'hui, y compris les subventions qu'ils reçoivent de leur gouvernement. Donc nous, sans subvention, on est complètement en sous-performance. Donc il y a des besoins. Falcane, c'est tout le sujet de ma prochaine question. Je vous propose justement de poursuivre et de se concentrer sur le financement avec des investissements mondiaux dans la transition énergétique selon un rapport de Bloomberg qui ont bondi en 2023 de 22% sur un an au cours des 6 premiers mois de l'année, atteignant un investissement de 358 milliards de dollars au premier semestre de 2023. C'est autant que dans les énergies fossiles. En termes de stratégie énergétique, pour accélérer le financement, vous êtes tous les deux d'accord sur un principe. Vous plaidez d'ailleurs pour une banque africaine de l'énergie. Pourquoi et pour quelles actions, Lionel Zinsou? D'abord, l'Afrique est dans un mode de se dire que, comme il n'est pas évident que le monde l'aide à hauteur des besoins, il faut qu'elle s'en occupe elle-même. Je vous dis ça parce qu'on est à la veille de la COP28. Jusqu'à maintenant, aucune des promesses de transfert, notamment les fameux 100 milliards de dollars par an pour aider l'Afrique à s'adapter au changement climatique, bien qu'il y ait tout à fait la conscience que l'Afrique n'est pour rien dans le changement climatique, les promesses ne sont pas tenues. Et donc on est de plus en plus avec des instruments économiques, financiers, africains pour l'Afrique. Et donc, je crois que nous sommes du même avis avec M. Falcane. Sur la dépendance des financements des pays extérieurs, alors... On doit, si vous voulez, l'Afrique, elle est financée par les Africains, c'est les 3/4 des investissements. Il y a un petit quart des investissements qui vient des investissements directs étrangers. Par ailleurs, aujourd'hui, l'épargne des migrants est devenue presque 2 fois plus importante que l'aide publique au développement. Et puis, c'est pas des prêts. Hein. Quand les migrants renvoient de l'épargne vers nos pays, c'est vraiment des dons. Bon, donc ça, qualitativement, c'est très très important. Donc pas de dépendance particulière l'Afrique aux pays est en extérieurs. train de se financer de plus en plus elle-même, mais elle a besoin d'instruments. Elle a par exemple d'excellentes banques de développement qui se développent très bien, heureusement. Si elle avait une banque spécialisée dans l'énergie, tout à l'heure vous écoutiez le président d'Africa 50, c'est justement quelque chose qu'on a fait en 2015. Moi, je suis allé signer pour le Bénin à la création pour dire les infrastructures, il n'y a pas assez de gens qui nous aident à les développer, donc on va les développer nous-mêmes. C'est très important, c'est cette espèce de volonté identitaire, puisque on vit dans un monde où on n'a pas beaucoup de considération pour nous, parfois un peu des pratiques d'injustice ou des doubles standards. On va s'occuper nous-mêmes. Par exemple, Southbridge travaille sur des sujets de foresterie, de production de crédit carbone et autres. En fait, vous avez de plus en plus d'initiatives et d'initiatives vraiment africaines, mais soutenues souvent par des grands philanthropes. C'est intéressant, ils rentrent dans le jeu. Et vous avez Bezos, vous avez Bill Gates, vous avez etc. Mais les grandes fondations qui commencent à s'intéresser à l'Afrique. Ça fait un partenaire de plus. Mais grosso modo, c'est quand même avec nos propres forces qu'il faut qu'on y arrive. Il faut donc une banque de l'énergie. Alors, justement, Madou Falcane, la Banque africaine de l'énergie, pourquoi? Pour quelles actions sur le sujet du financement, qui est le sujet central? C'est fondamental. Disons,
aider à accélérer la création d'un marché énergétique africain intégré. Parce que c'est une question d'économie d'échelle. Si nous voulons attirer des financements directs étrangers et en même temps mobiliser nos ressources intérieures pour financer nos besoins de développement, il nous faudrait, avoir une force de frappe venant de l'intérieur, de sorte qu'on puisse dérisquer le financement des projets d'infrastructures énergétiques intra-africains. Parce que ce qui se passe depuis, disons, 50 ans, 60 ans, 100 ans, c'est que les Occidentaux, à l'époque coloniale, ils ont créé un modèle d'investissement qui extravertissent nos pays. C'est-à-dire, on investit que pour exporter et ensuite nous revendre ces matières premières beaucoup plus chères. Alors que si nous arrivons à créer un marché intégré intérieur, nous arrivons beaucoup plus facilement à trouver des investissements qui puissent adresser une demande intérieure agrégée. Parce qu'aujourd'hui, moi, en tant que conseiller, je vois qu'au Sénégal, nous essayons de corriger cela en créant un agrégateur unique au Sénégal qui permette de justifier des investissements de milliards de dollars parce qu'il y a une demande intérieure. Dans les autres pays, j'espère qu'ils iront dans ce sens. Et il faut qu'on aille même au-delà de ça, qu'on crée un marché qui est complètement déconnecté des décisions politiques des dirigeants. Ça a commencé avec le réseau gazier ouest africain qui partira du Nigeria jusqu'au Maroc. Donc, cela veut dire qu'en passant au Bénin et dans les autres pays qui n'ont pas de ressources, on pourra leur fournir du gaz. Donc, on va créer une demande beaucoup plus importante. Et ce réseau existe déjà au niveau du marché de l'électricité. À mon sens, il faut renforcer les banques de développement, mais aussi aller au-delà en créant une agence multilatérale qui proposerait des outils de garantie qui feraient chuter drastiquement les taux d'intérêt rédhibitoires au financement. Vous en parliez justement précédemment sur ce sujet combien important des taux d'intérêt qui peuvent freiner le financement. Je vous propose de poursuivre justement, je vous le disais il y a quelques instants, vous avez bien sûr la possibilité de poser vos questions en direct et on commence avec celle qui arrive à l'instant même. Connu d'importantes coupures d'électricité. Lorsque de telles situations arrivent, les entreprises locales sont contraintes de recourir à des générateurs diesel quand elles en ont les moyens. La question est la suivante de notre internaute pour Lionel Zinsou. Quelles solutions existent-ils aujourd'hui pour permettre aux entreprises de garantir leurs activités et donc de les développer? C'est la question qui arrive dans le chat. En fait, c'est une excellente question d'auditeurs experts, si vous voulez. Moi, j'ajouterais même l'Afrique du Sud. D'accord. L'Afrique du Sud a eu tellement de problèmes d'approvisionnement d'énergie que ça a beaucoup freiné la production minière et paralysé une partie de l'industrie qui est la plus grande industrie d'Afrique. Donc oui, ça concerne y compris des pays qui ont des dotations importantes, mais comme je vous dis, il y a des éléments de volatilité. Au Ghana, il y a eu effectivement des sujets de sécheresse. Au Nigeria, c'est un peu plus compliqué, mais c'est quand même paradoxal que vous ayez des délestages dans le pays qui est le numéro 1 de l'exportation de matières énergétiques dans le continent. Alors, on peut faire pour très cher, mais comme solution d'urgence, faire venir des structures comme les barges qu'on installe dans les ports, ce sont des espèces de gigantesques groupes électrogènes où vous êtes capable de rajouter plusieurs centaines de mégawatts quand vous avez un besoin de quelques semaines, de quelques mois. Donc ça, c'est une formule qui se développe beaucoup. Les Européens savent très bien exporter ça. Bon, ça, c'est une chose. Et les entreprises, alors ça, c'est peut-être plus constructif. Les entreprises ont des besoins de qualité et de quantité, sont très très vulnérables au délestage, et donc elles peuvent s'équiper elles-mêmes, notamment avec le renouvelable, de leur propre capacité, si vous voulez. Vous pouvez avoir une usine, puis on appelle ça dans notre jargon du CNI. Vous avez des entreprises, y compris des entreprises africaines,
pense à un grand groupe malgache comme Action, si vous voulez, qui sont des spécialistes d'installer à côté de l'usine une petite centrale de renouvelables, mais qui permet d'assurer la continuité à des coûts qui aujourd'hui, là pour le coup, sont très compétitifs. Donc vous avez des solutions technologiques décentralisées en fait, et puis vous avez des solutions massives, mais alors un peu coûteuses. Mais à la fin des fins, ce qu'il faudra, c'est avoir des réseaux de distribution, plus des mini-grids pour les villages, les bourgs africains. Il va falloir qu'on ait quand même des structures de distribution et de production d'énergie qui soient autre chose que la situation d'urgence. Mais par rapport à la question de vos spectateurs, il y a évidemment des solutions dont certaines deviennent compétitives, notamment pour les entreprises. Alors, Yulen Ninsou, justement, les observateurs avancent la somme de 2700 milliards pour décarboner l'industrie mondiale. L'industrie européenne est carbonée, les investissements sont massifs pour transformer des infrastructures polluantes. Des objectifs européens sont fixés à long terme, décarboner l'industrie et l'économie à horizon 2050. L'industrie africaine, elle est émergente et selon les économistes, vous êtes économiste de formation, l'Afrique a un coût à jouer. Les historiens économistes parlent de, je cite, l'arriération, l'avantage de l'arriération. Pourquoi ? Oui, alors ça c'est un concept effectivement d'historien économiste, comme c'était mon métier, j'essaye de développer ce concept. Ça agace les gens parce qu'il faut prononcer le mot arriération ou backwardness. The advantage of backwardness, ça veut simplement dire que parce que nous n'avions pas une industrie fortement carbonée, parce qu'on n'a pas d'industrie du tout, jusqu'à il y a peu de temps dans beaucoup de pays africains, parce qu'on n'avait pas une agriculture consommant de façon très importante de l'énergie et de l'eau, en fait, on écrit un peu sur une page blanche. Alors c'est beaucoup moins vrai des États du Maghreb, du Machrek ou de l'Afrique du Sud, mais entre les deux, on n'a pas à démanteler ou à convertir une industrie très gourmande et excessivement gourmande en carbone, si vous voulez. Et ça nous permet d'aller plus vite. Et ça a été développé dans les années 60-70 par des historiens économistes, constatant que c'est comme ça que s'était développée l'Allemagne industrielle, parce qu'elle avait l'immense chance d'être en retard par rapport à la Grande-Bretagne ou même à la France. C'est comme ça que s'était développé le Japon, comme ça que s'était développé la Russie. C'est-à-dire quand on n'a pas à démanteler un système antérieur. Et nous allons plus vite. Et si vous l'avez vu dans les télécoms, par exemple, on n'avait pas de ligne fixe, on était dans la pauvreté, la misère des télécoms, et vous avez eu une explosion des télécoms dans les 20 dernières années, des paiements par télécom, une pénétration tout à fait inattendue, une adoption tout de suite de technologies, si vous voulez. Ça, on est en train de le voir dans tous les domaines, on est en train de le voir dans le green tech, etc. Mais c'est un avantage de ne pas avoir à liquider le passé techniquement dépassé. Alors on a parlé il y a quelques instants du sujet du financement. D'un point de vue plus politique, comment organiser finalement une stratégie énergétique continentale pour industrialiser et pour accélérer l'industrialisation de l'Afrique? Je pense notamment à un marché, à une réglementation, à naturellement, et c'est la base du sujet, développer des infrastructures domestiques, être capable de le distribuer. Mamadou Falkat, sur ce sujet, faut-il organiser un consensus continental? Devant nous appréhender plutôt le sujet par pays du continent. Quel est le point de vue de Mamadou Falkat sur ce sujet? Alors, en ce moment, il y a des balbutiements au niveau de l'intégration sur le plan commercial avec l'accord de libre-échange, qui est une très très bonne nouvelle, et cela permettra aux entreprises et au secteur privé de voir un marché avec des économies d'échelle beaucoup plus importantes et créer des champions au niveau africain et je pense qu'au niveau des États, notamment sur les décisions politiques, il faut aller vers une uniformisation des législations nationales en simplifiant, en simplifiant les procédures et les relations entre le secteur privé et le régulateur. Aujourd'hui, au Sénégal, nous avons passé un nouveau code de l'électricité qui permet aux autoproducteurs, notamment, ça peut être les ménages ou les entreprises, réinjecter leur surplus de production dans le grid. Donc, ce qui est une très, très bonne chose. Par exemple, ça, ce sont des choses
que si nous arrivons à avoir une uniformisation de cette législation au niveau continental, le marché va se développer naturellement, entre autres, et également avoir une lisibilité des critères préalables à l'investissement dans le secteur et créer une bonne perméabilité sans couture entre nos frontières. Il faut qu'on pense une réglementation énergétique, électricité au niveau du continent et j'espère qu'au niveau de l'Union africaine, ils pourront voir ça comme ils ont pu instaurer, faire adopter. Cela ne va pas se faire du jour au lendemain, mais les opinions publiques africaines qui sont devenues plus jeunes, plus impatientes et qui se définissent de moins en moins comme Sénégalais, Béninois, Congolais. On va poursuivre justement. On va continuer, si vous le voulez bien, avec la suite. Et ma question, on parlait de cette échéance de la COP28 à Dubaï qui aura lieu dès le 30 novembre prochain. C'est un rendez-vous ô combien important, cette COP28, avec en préambule au mois de septembre dernier, ce premier sommet africain du climat organisé, souvenez-vous, au Kenya, qui a conduit à l'adoption d'une déclaration de Nairobi avec pour objectif d'affirmer une position continentale dans le cadre de la future COP28 de Dubaï en décembre prochain. Quelle position africaine faut-il affirmer, faut-il défendre aux autres dirigeantes et dirigeants de la planète? Alors vous en avez parlé effectivement longuement là-dessus, mais quel est le message clé qu'il faudra partager aux yeux du monde lors de la COP28, Lionel Nzitou? Alors vous avez raison d'insister sur le fait que pour la première fois, les Africains ont réuni à Nairobi début septembre quelque chose qui a permis d'avoir une position consensuelle, en fait unanime. Qui a été complété au Cap, c'était assez intéressant, début octobre, avec une semaine sur l'énergie, spécifiquement sur l'énergie, qui a montré, et notamment avec une très grande éloquence du président de la Namibie, qui est en train de rentrer sur le podium de la production d'énergie en Afrique, et ça va se faire dans les 2 à 3 ans qui viennent, ou avec des présences comme celle de l'ancien président nigérian de Obasanjo, si vous voulez. Dans cette semaine-là aussi, on était précis. Il n'y a aucune contradiction acceptable pour l'Afrique entre « j'ai le droit de me développer », c'est un droit humain, et faire reculer la pauvreté, et le changement climatique. En réalité, on va être capable, et on est peut-être un des seuls continents à être capable de faire les deux, parce qu'on est quand même la solution en termes, comme on l'a dit, et de géothermie, et d'hydraulique, et de solaire, et demain d'hydrogène. Et ça sert aux deux. Ça sert à un meilleur mix mondial. Et puis, les gens qui produisent des hydrocarbures en Afrique, ils sont devenus de plus en plus solidaires avec ceux qui n'en produisent pas, en fait, mais qui ont besoin aussi d'en importer. Il faut raisonner sur une Afrique totale, si vous voulez, où il y a 16 ou 17 producteurs d'hydrocarbures, et puis 35 pays qui ne le sont pas, mais qui ont besoin d'avoir des échanges, parce que l'Afrique se perçoit comme de plus en plus intégrée, si vous voulez. Donc ça, c'est le message, il est consensuel, mais on ne va pas du tout permettre, l'opinion publique ne peut pas admettre qu'on vienne lui dire « vous enterrez désormais vos ressources ». Parce que, oui, vous êtes 3% des émissions de gaz à effet de serre, 18% de la population mondiale. Bon, mais vous allez enterrer. Nous, on ne va pas faire d'efforts. Hein. Il se trouve qu'on est dans les pays avancés, entre 10 fois et 30 fois les émissions par tête de l'Afrique. Mais c'est vous qui allez commencer par enterrer vos ressources. Ça, c'est vraiment impossible. C'est le moralisateur qui fait mal. C'était aussi fort au Cap qu'à Nairobi. Mais la chose qui m'a frappé aussi, c'est on peut avoir des partenaires un peu inattendus, si vous voulez. Moi, je suis frappé par la responsabilité qui maintenant est dans les mains et dans la conscience des énergéticiens. Alors, par exemple, nos sociétés de pétrolières nationales, Sonangol, les pétroles du Congo, les Égyptiens, etc., et avec un certain nombre de grandes multinationales très, très, très stigmatisées par les ONG. Mais ils commencent à raisonner en disant, non seulement on a besoin de continuer à faire notre métier, mais à condition d'équilibrer le mix et de
contribuer à la création d'emplois et à cet égard, et à la biodiversité, etc. Et vous voyez des choses comme, si vous voulez, Total Energy avec des grands projets forestiers, même chose pour la Société nationale des pétroles du Congo, qui vont traiter du sujet de l'après-pétrole dans les pays d'Afrique centrale, par ailleurs. Et sur des dizaines de milliers d'hectares, c'est tout à fait pionnier. Vous allez voir la même chose en Ouganda, en Tanzanie et au Mozambique. Monsieur Jean-Christophe Ruffin, l'académicien français et l'homme d'humanitaire, a fait un rapport très intéressant pour Total au Mozambique. Comment on fait pour que les communautés locales soient d'abord servies chez nous, en Afrique, quand on fait des progrès dans le domaine énergétique? Et comment on fait pour créer des emplois? Parce que l'énergie, ça demande beaucoup de capital, ça ne crée pas énormément d'emplois, sauf si on fait des projets associés à l'agriculture, associés à la forêt. Vous voyez par exemple l'ENI faire de la culture de ricin, c'est quand même assez intéressant, on a de nouveaux partenaires. On a compris ce message ô combien très important et très fort justement des dirigeantes et des dirigeants qu'il faudra adresser, et on va entendre justement le Sénégal au travers du conseiller spécial du président de la République sur les sujets de l'énergie. Avant cela, je vous remercie de votre participation sur notre tableau Africa CEO Forum. Je sais que votre temps est compté, que vous allez nous quitter. On va poursuivre justement avec vous, Mamadou Falcane. Comme je le disais, quelle sera la position du Sénégal? Quelle sera la position du pays à Dubaï pour la COP28? Alors, la position du Sénégal vraiment s'inscrira dans la construction d'une position africaine. Et c'était tout le sens du sommet de Nairobi, c'était d'arriver à bâtir un consensus fort africain, parce qu'on l'a vu lors des COP précédents, les pays africains, selon leur dotation naturelle en ressources énergétiques, n'avaient pas forcément les mêmes problématiques. Si vous prenez l'exemple du Gabon et du Kenya, où la part de renouvelables dans leur mix énergétique, vous le comparez à deux pays comme le Nigeria ou l'Afrique du Sud, ils peuvent pas, ils n'ont pas pu dans le passé avoir des positions communes, mais il y a eu un consensus fort qui a été forgé à Nairobi, notamment que nous allons continuer à développer nos ressources fossiles pour adresser nos problématiques de pauvreté et de développement, mais en même temps, nous allons poursuivre et partir partir de l'avantage de ce que M. Zansou parlait tantôt, de l'aération de notre industrie, en faisant des sauts technologiques que nous permettent aujourd'hui le progrès scientifique, mais en même temps être capable de produire beaucoup plus d'énergie et d'investir plus dans les ressources propres. Donc, il s'agira de marcher sur les deux jambes, continuer à développer, à produire notre potentiel d'énergie fossile, mais aussi accélérer le développement de nos ressources énergétiques, parce que ces besoins se font sentir dans tous les secteurs économiques. Nous allons passer à 2,5 milliards de population en 2050, donc ce qui veut dire que les besoins d'habitation vont être très très importants. Il faut savoir qu'en Afrique, 40% de nos rejets de gaz à l'utilisation de nos terres agricoles, c'est-à-dire nos techniques agricoles qui sont un peu obsolètes, parce que dans beaucoup de pays, ils brûlent les champs pour pouvoir cultiver, ou bien ils font une reconversion des forêts, ils coupent des arbres, ou bien parce qu'il y a un progrès démographique important, il faut construire de nouvelles villes, des villages, et cela représente 40%. Donc, nous n'avons pas les mêmes sentiers de décarbonisation que les pays du Nord. Donc, on ne peut pas parler de décarbonisation en Afrique. On doit parler de produire de façon beaucoup plus propre et de façon beaucoup plus importante. Mais propre, dans les pays du Nord, on parle de décarbonisation. Donc, alors Mamadou Falcane, justement comme un en duplex, effectivement que l'on puisse effectivement échanger à distance. Je veux vous inviter justement pour celles et ceux qui sont nombreuses et nombreux à nous suivre en direct pour ce webinaire organisé par Africa CEO Forum. L'invitation était bien sûr de vous convier à poser des questions, et ma prochaine question justement vous concerne, Mamadou Falcane.
La question est la suivante. Quelle est la charge de base, donc la capacité de fourniture d'énergie domestique du Sénégal aujourd'hui et quelle en est l'ambition? Cette ambition peut-elle être atteinte et comment? Ça fait écho justement aux besoins que vous mentionniez il y a quelques instants. Alors, aujourd'hui, on est à une capacité de production en électricité autour de 1500 mégawatts et en demande de pointe, on est autour de 1 gigawatt, notamment 1 mégawatt. Donc, notamment 1000 mégawatts. Et quand vous regardez nos besoins, donc ça c'est pour la consommation. Nos besoins industriels sont de l'ordre de fois 6 ou fois 10. Ça veut dire qu'en 10 ans, on peut multiplier par 3 cette demande. Je vous donne un exemple. On parlait tout à l'heure de la bauxite. La production, les besoins en gaz pour notre production énergétique aujourd'hui vont tourner autour de 150 millions de standards cubiques feet par jour, ce qui est l'équivalent d'une demande de 1 gigawatt. Si aujourd'hui le Sénégal veut transformer 8 millions de tonnes de bauxite à 2 millions de tonnes d'aluminium, le ratio passe de 4,5 fois. Parce que pour produire 8 millions de tonnes de bauxite qui vous donne 2 millions de tonnes d'aluminium, il vous faudra en moyenne 630 millions de standards cubiques. Donc, voyez-vous, rien que l'installation d'une usine de raffinage de bauxite au Sénégal multiplie par 4,5 fois la demande d'électricité au niveau domestique. Si vous prenez l'exemple du fer, puisqu'on en a au niveau du Sénégal oriental, passer de 8 millions de tonnes de minerais de fer à 5 ans qui vous donne 5 millions de tonnes d'acier, vous avez un besoin d'une centrale de 500 mégawatts, c'est-à-dire la moitié de notre production actuelle. C'est pour dire que l'industrialisation va décupler par exponentielle nos besoins de consommation intérieure et nous avons assez de gaz pour adresser ces demandes énergétiques afin de nous industrialiser. Et c'est le cas pour tous les pays africains. Sur le gaz, Mamadou Falcane, on continue parce que le projet GTA qui est développé justement par votre pays, par le Sénégal et la Mauritanie, qui devrait produire 2,5 millions de tonnes de GNL par an. Le projet est situé au nord du pays, à 120 km au large de la ville de Saint-Louis. Les pays européens sont très intéressés par l'achat de ce gaz naturel sénégalais. Ce projet est retardé pour 2024. Pour commencer, déjà ma question est simple. Où en sommes-nous avec le projet GTA et ma seconde question sera la suivante. Quelle sera la part de production de gaz naturel à l'export? Mais première question, où en sommes-nous justement avec le projet GTA, Mamadou Falcane? Alors, le chantier est à 90%. Il y a eu un petit retard parce que BP avait des problèmes avec des fournisseurs, notamment sur les canalisations sous-marines. Donc aujourd'hui, au début du deuxième semestre 2024, le first gas de GTA sera dans les cargos prêts à l'export. Donc ça, c'est sûr, c'est maîtrisé et c'est un gaz d'une intensité carbone 40 fois supérieure au LNG américain et de 20 à 30 moins carboné que le gaz venant du Qatar. Donc, c'est un gaz de qualité et c'est un gaz qui peut être exporté naturellement pour le marché européen afin de couvrir leur déficit suite au conflit qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine. Donc, c'est pour dire que le gaz de GTA pour fournir. Donc, en première phase, 2024, effectivement, vous l'avez dit, 2,5 millions de tonnes par année, mais on va doubler les capacités en 2027 et on va passer à 5 millions de tonnes. Et donc, on peut dire que 90% de la première phase sera pour l'export. Voilà. Et puis, en phase 2, on est libre selon les besoins du marché domestique. Comme je vous le disais tantôt, sur Yakar Teranga,
qui est le gisement gazier le plus important, 2 fois GTA, côté Sénégal, la production va démarrer en 2027. Donc, on a assez de gaz pour adresser toute la demande domestique. Maintenant, il faut créer ces demandes. Il faut créer cette demande en rendant le pays beaucoup plus attractif, notamment stabilité sur le plan politique et avoir une législation beaucoup plus attractive au niveau des investissements industriels. Donc, on ne peut être qu'optimiste pour le Sénégal et la Mauritanie. Merci Mamadou Falcane, je vous le disais il y a quelques instants, vous êtes nombreux et nombreux pour nous suivre en direct ici à l'occasion de ce webinaire organisé par Africa CEO Forum. Quelle stratégie énergétique pour industrialiser l'Afrique? On en a parlé et des réflexions et des pistes de réflexion justement ont été nombreuses sur le sujet. Je vous remercie de votre participation, Mamadou Falcane, vous qui êtes conseiller du président Macky Sall, président de la République du Sénégal. Merci de votre participation. Merci à vous. Et je remercie bien sûr Lionel Zinsou qui nous a quittés de ce plateau il y a quelques instants. Merci bien sûr à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et puis naturellement, nous vous donnons naturellement pour le 3e et dernier épisode de ces webinaires organisés par Africa CEO Forum. Très bonne journée à toutes et à tous et à bientôt.